Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui est important et qui m'est venu la dernière fois où j'ai échangé avec quelqu'un qui n'était pas forcément dans le domaine crypto. Et je pense que ça vous est sans doute déjà arrivé, qui est un petit peu le concept lié à la valeur. Et cette personne-là me parlait un petit peu de la crypto et me disait j'ai du mal à investir dessus parce que j'y vois pas de valeur. Je vois pas ce qui garantit la valeur typiquement d'un bitcoin, d'un ether ou d'une crypto-monnaie. Lui, il était plus notamment dans l'immobilier, il était plus dans quelque chose de physique, de concret. Et là, pour le coup, il voyait vraiment la valeur qui pouvait découler derrière. Et ça m'a donné l'idée de cette vidéo parce que c'est vrai que le concept de valeur, déjà, il est très spécifique en fonction des personnes et des individus, et puis même aussi au fur et à mesure du temps. Typiquement, si demain vous marchez, que vous tombez sur un lingot d'or, vous allez forcément le ramasser parce que pour vous, ça a de la valeur. C'est une propriété monétaire et vous savez que vous allez être capable de l'échanger contre une bonne somme d'argent. Par contre, ce même lingot d'or, si je le donne à des tribus d'indigènes en fin fond de l'Amazonie ou même à un singe, il va pas le ramasser, il va pas l'utiliser parce que pour lui, dans sa condition aujourd'hui et maintenant, ça n'a pas d'intérêt. Typiquement pour le singe, voilà, un lingot d'or, il va pas, il va se dire, moi, tu me donnes une banane plus tôt, je pourrais le bouffer, alors que ton lingot d'or, entre guillemets, je peux rien en faire. Donc déjà, on se rend compte que cette propriété de valeur, elle diffère en fonction des personnes, en fonction peut-être même des tribus, ça peut varier aussi en fonction des différents pays, et puis même aussi en fonction du temps. Si on revient historiquement parlant, l'or, on a considéré que ça a été une véritable monnaie parce que ça avait la propriété de réserve de valeur. Et si on regarde historiquement ce qui s'est passé, euh, au départ, les devises fiat comme l'euro, le dollar, etc., étaient adossées après la Seconde Guerre mondiale au dollar, et le dollar était adossé tout simplement à de l'or. Ce qui donnait de la valeur aux devises fiat aujourd'hui, ce qui donnait des valeurs aux devises fiat, c'était la capacité à pouvoir être échangé contre notamment des véritables monnaies, et en l'occurrence les métaux précieux comme l'or, par exemple, qui avait cette propriété de réserve de valeur. Sauf qu'en 1971, Richard Nixon a mis court à ça, a arrêté ça, a dit bon bah non, maintenant on va arrêter cette convertibilité du dollar en or. Donc on a eu les devises fiat qui étaient adossées à du dollar, qui devaient initialement être adossées à des métaux précieux, ce qui permettait de donner cette valorisation aux devises fiat. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. On est vraiment dans un système fiat, donc avec plus aucune contrepartie, notamment avec des métaux précieux depuis 1971. Donc pareil, cette question de valorisation et de valeur, on peut se poser la question sur les devises fiat. Aujourd'hui, les euros, les dollars que vous avez sur votre compte en banque, c'est quoi la valorisation qu'il y a derrière? Les billets que vous avez dans votre portefeuille, c'est des bouts de papier. Qu'est-ce qui donne de la valeur? C'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui va décréter que ces devises-là ont de la valeur. Et vous, vous acceptez cette valeur-là parce que vous savez que vous êtes capable de les utiliser pour les échanger contre des produits ou des services particuliers. Vous acceptez d'être payé en euros parce que vous savez que vous pourrez les utiliser chez votre banquier, chez votre boucher ou chez votre boulanger pour acheter des baguettes ou une côte de bœuf, par exemple. Si demain, ces euros qu'on vous donne, plus personne n'a envie de les accepter parce qu'il y a une rupture, si vous voulez, de la confiance, vous vous rendez compte que ce que vous avez entre les mains, c'est des nombres sur un compte en banque et un bout de papier entre vos mains. Donc derrière, c'est pas du tout la même valeur. Et d'ailleurs, si vous regardez historiquement parlant ce qui s'est passé avec toutes les devises fiat, il n'y en a aucune qui a réussi à passer on va dire, la barrière du temps. Toutes les devises fiat, à force d'une impression monétaire trop importante, sont revenues à leur valeur intrinsèque initiale, c'est-à-dire zéro. C'est-à-dire un bout de papier. Aujourd'hui, on est plutôt sur une digitalisation, donc on est plutôt sur des nombres en fait sur un compte en banque, mais c'est exactement la même chose. Et ça m'a donné l'idée de parler un peu du Bitcoin parce que c'est vrai que nous, qui sommes dedans depuis un certain temps, on y voit une valeur énorme, notamment au Bitcoin. On parlera juste de Bitcoin dans cette vidéo, mais avoir une réserve de valeur, une plateforme de confiance dans laquelle vous avez la capacité de recevoir, envoyer et stocker de la valeur, avec une capacité d'avoir une résistance à la censure qui est ouverte, décentralisée, etc. Enfin, moi, j'y vois en tout cas une valeur énorme. Et c'est vrai que beaucoup de gens ne voient pas les choses de cette manière-là. Et souvent, les informations, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que c'est, ouais, mais c'est pas physique. Ouais, mais quand tu leur dis, les devises fiat que tu as sur ton compte en banque, c'est pas physique. Ouais, mais c'est pas pareil. Mais tu vois, pour autant, ça se rapproche aussi beaucoup de ça. Je sais pas ton avis, toi, que tu peux avoir là-dessus. Ouais, tout à fait, mais je pense que c'est quelque chose, c'est bien d'en parler. Et comme autre exemple aussi, au niveau de la valeur que peut avoir une nouvelle technologie, je vous invite à aller voir, je crois que c'est l'INA, donc ça s'appelle la base française de l'audiovisuel, où il y a des Mhm. reportages des années 60, L'INA. 70. L'INA, ouais, c'est ça, ok. Et d'aller voir ce que pensaient les gens d'Internet, justement, quand c'est sorti. Voilà, mais dans les années, fin des années 80, début des années 90, pareil pour les portables. Et il y a des reportages où ils font parler les gens dans la rue. Euh, au sujet d'Internet, au sujet des portables.
et on se rend compte au final à quel point ils se trompaient parce qu'ils disent non mais le portable ça sert à quoi, j'ai la cabine téléphonique, chez moi j'ai un fixe de toute façon, j'ai pas besoin de plus dans la vie, c'est un truc ça marchera pas, je pense que c'est un effet de mode, après ça passera. Pareil pour l'internet, au final la valeur quand ça a été créé, bon il y a quoi, c'est un peu la suite du cycle des technologiques de la communication, donc oui on était capable de faire du peer-to-peer, envoyer des mails et aller consulter un blog, aller consulter les tout premiers blogs. Mais voilà, il y a peut-être des gens qui pouvaient penser, mais à part ça, moi je m'en fous, je peux envoyer une lettre, ça fait pareil. J'ai ma collection, pour ceux qui connaissent tout l'univers, une encyclopédie à la maison, je peux aller consulter mes recherches là-dedans aussi. Et en fait, tu t'imagines même pas les cas d'usage qui arriveront 30 ans plus tard. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, ces personnes-là dans la rue, en 1990, 1995, où on leur demandait leur avis sur Internet sans pour autant qu'ils Internet chez eux encore à cette époque-là, qu'ils aient un ordinateur, donc qu'ils aient entendu peut-être parler de la notion sans forcément avoir plus creusé et sans l'avoir eu entre les mains, ils ne pouvaient pas avoir tous ces cas d'usage. Et même ceux qui étaient à fond là-dedans à cette époque-là, ils pouvaient peut-être même pas imaginer que maintenant on aurait des voitures guidées par GPS qui pouvaient commander leurs pièces, tous les usages qu'on a maintenant en fait. Ne serait-ce que les GPS, à mon avis, c'était quelque chose de fou. Mais avec maintenant les applications, si on rajoute le Web3, la finance décentralisée, on va pouvoir tokeniser des biens sur voilà. Ça fait partie aussi de l'Internet. Et c'est des cas d'usage qui n'étaient même pas envisageables, j'ai envie de dire, il y a 10 ans. Alors, il y a 30 ans, on ne pouvait même pas imaginer ces cas d'usage. Et du coup, voir de la valeur aussi là-dedans, pour revenir au thème de la valeur, c'est difficile quand tu ne comprends pas l'usage, que tu ne comprends pas les possibilités et que tu n'as pas forcément envie de t'ouvrir à qu'est-ce que ça peut apporter, de voir une valeur là-dedans. Et je pense que c'est ce qui se passe pour beaucoup de gens. Ils ont entendu 2-3 trucs, comme Internet, tu vois, au début des années 95, ils ont entendu des données, c'est une pyramide de Ponzi. J'ai entendu que la petite mamie, elle s'est fait voler tout son argent, on l'a appelé au téléphone, on l'a proposé des placements, elle s'est fait tout siphonner, c'est une arnaque. Donc, c'est un Ponzi, c'est une arnaque, ça pollue. Que sais-je. Ça blanchit le terrorisme. Ça, c'est financement du terrorisme, blanchiment d'argent. Financement du terrorisme. Donc, tu vois, c'est une idée très arrêtée sur quelque chose qu'on ne connaît au final pas. Et on n'a pas creusé vraiment la valeur. Et c'est vrai, comme tu l'as dit avec la personne avec laquelle tu as échangé, en plus, ça a le désavantage d'être dématérialisé, c'est virtuel. C'est un avantage. Et c'est vrai que si tu n'es pas un peu formé aux enjeux, justement, autour de la monnaie, pas forcément expert, mais juste comprendre, comme tu l'as expliqué très bien au début, hein, c'est quoi un fiat, sur quoi c'est basé, sur pas grand-chose de plus au final. Hein. Tu vois, c'est basé sur rien du tout, c'est pas backé par rien. Et il faut quand même un petit peu de connaissances, pas forcément très poussé encore une fois, mais pour voir de la valeur là-dedans, tu vois, cet aspect, être sensible aussi à l'aspect protection de la vie privée, résistance à la censure, et ça c'est, bon, on en a déjà parlé sur la chaîne, mais c'est pas une priorité pour beaucoup de monde. Donc c'est vrai que voir de la valeur quand c'est pas ta priorité, il y a plein de choses aussi que les gens pensent que ça doit être super important pour eux. Pour autant, moi, je m'en fiche un peu parce que c'est pas quelque chose qui me préoccupe, c'est pas quelque chose dans lequel j'ai envie de passer du temps. Et donc, du coup, je passe peut-être à côté de choses aussi à côté qui pourraient être plus intéressantes pour moi dans ma vie tous les jours parce que j'ai pas forcément, je suis pas sensibilisé ou j'ai pas envie de m'investir dans ces thèmes-là. Donc, c'est vrai que c'est. Ouais, Donc, mais c'est tu vrai vois, que après, c'est. tu as aussi le truc, les gens ils disent Bitcoin, c'est pas. Parce que beaucoup disent que c'est l'or digital 2.0, et l'or, aujourd'hui on le sait, les métaux précieux, ça a le rôle de réserve de valeur parce que ça fait des milliers d'années que ça existe, ça a subi des crises, des guerres, des retournements de civilisation, donc ça a passé, on va dire, la, l'épreuve du temps à travers l'histoire. Le Bitcoin, c'est quand même très jeune dans l'histoire de l'humanité. Pour l'instant, ça a été créé après la crise des subprimes en 2008. Le premier bloc a été validé, je crois, en janvier 2009. Jusqu'à présent, on n'a pas vraiment connu de période de récession. Ça a connu qu'une période. Là, ça commence à changer petit à petit. On a connu pendant très longtemps qu'une période avec des taux d'intérêt historiquement bas, avec de l'argent pas cher, la planche à billets qui n'arrêtait pas de tourner. Donc en réalité, on se rend compte qu'il y a une corrélation importante aujourd'hui entre les marchés financiers, notamment le S&P 500, avec d'autres classes d'actifs dits risqués, entre guillemets, et notamment les crypto-monnaies. Elles profitent, ces actifs risqués profitent de l'argent pas cher et des taux d'intérêt relativement bas. Est-ce que Bitcoin va passer la barrière du temps et notamment peut-être d'une récession, d'une guerre, quelque chose comme ça relativement difficile? À titre personnel, je pense que oui, mais pour l'instant, encore une fois, c'est trop jeune pour pouvoir le dire. Donc c'est vrai que
en tout cas, ce qui est remonté de la part des gens qui ne sont pas forcément dans la crypto, c'est de dire, arrêtez de dire que Bitcoin, c'est une réserve de valeur, parce que comment vous pouvez dire que quelque chose est une réserve de valeur si son cours n'arrête pas de fluctuer? Et moi, souvent, ce que je réponds, c'est de dire, dézoome, c'est-à-dire que la fluctuation, oui, sur le court terme, ça fluctue énormément, mais c'est aussi ce qui donne des performances à cet actif. C'est-à-dire que tu prends l'or, tu prends les devises, tu prends n'importe quel type d'actifs qui sont censés théoriquement jouer le rôle, si tu veux, de réserve de valeur, parce que je dis les devises, c'est vraiment théoriquement, parce qu'on sait que ça ne garde pas la valeur avec le temps, ça fluctue moins sur votre compte en banque, mais en réalité, la valeur, elle fluctue aussi beaucoup. La dernière fois, l'euro, il avait perdu 25% face au dollar, mais vous ne le voyez pas. Vous avez toujours vos X euros sur votre compte en banque. Simplement, ça a fluctué énormément par rapport à d'autres devises. Pareil, la dernière fois, la livre sterling par rapport au dollar et à l'euro, ça a énormément fluctué. Mais ça, vous ne le voyez pas. Simplement, on va toujours vous dire, c'est pas une réserve de valeur parce que ça fluctue. Et ce qui nous intéresse aussi en termes de réserve de valeur, c'est est-ce que dans X années, je vais avoir à la fois le pouvoir d'achat que j'avais à l'instant T, mais est-ce que si possible, j'aurai aussi plus de pouvoir d'achat? Et typiquement, Bitcoin, c'est ça. Ceux qui ont eu un horizon d'investissement sur le long terme, qui ont fait un DCA, qui ont géré leurs risques et tout, je dis bien historiquement parlant, est-ce que par la suite, ça sera encore le cas? Je n'ai aucune idée, mais historiquement parlant, ça a permis à la fois de lutter de contrer l'inflation, d'avoir des performances tellement nettement plus élevées que l'inflation, mais en plus de ça, d'avoir un pouvoir d'achat qui est supérieur si vous avez un horizon de temps relativement long. Donc, si on prend ces caractéristiques-là, est-ce que c'est un rôle de réserve de valeur? Oui. Est-ce que ça a été un bon moyen pour se protéger de l'inflation? Oui. Mais attention, pas sur tous les time frames, pas sur tous les horizons de temps. Et des gens qui ont acheté typiquement à 20 000 $ en 2017, en 2022, ils se retrouvaient même encore dans le trou. Donc, et ils n'avaient pas battu l'inflation. Par contre, si on regarde les performances annualisées depuis 2010 pour le Bitcoin, il a fait à peu près du 200% annualisé en prenant les bulls et les bear market. On est d'accord, c'était en 2010. C'était au tout début. Aujourd'hui, ça va être un peu moins. Mais si vous êtes sur un actif qui a fait en moyenne du 200% annualisé, un peu moins maintenant aujourd'hui, est-ce qu'on considère que c'est une réserve de valeur ou pas? Moi, j'y vois une valeur extrême sur ce protocole, cette plateforme de confiance qui permet de stocker de la valeur à travers l'espace et le temps de manière décentralisée, sans l'utilisation d'intermédiaires et avec une véritable résistance à la censure. Moi, j'y vois une valeur monstrueuse. Et beaucoup de gens ne comprennent pas ça, justement, parce que ce n'est pas quelque chose de physique. Mais tu vois, c'est cette barrière un peu que j'ai du mal à expliquer aux gens. Et je ne sais pas si toi, tu arrives à expliquer à ces personnes-là, peut-être d'une manière différente ou. Ouais, après, encore une fois, on revient sur ce que j'ai dit un peu précédemment. C'est peut-être quelque chose qui sont pas sensibilisés et quelque chose qui intéresse pas encore parce qu'ils en ont peut-être pas la conscience ou le besoin d'utiliser. Il y a des pays, on le dit souvent aussi, il y a des pays dans le monde, ils l'utilisent très fortement parce qu'ils voient l'intérêt. C'est-à-dire souvent les pays où il y a des problèmes au niveau de la devise, que ce soit en Amérique du Sud, certains pays d'Afrique, ou le Liban, la Turquie, où tu as des grosses restrictions, de grosses inflations, ou même jusqu'à des restrictions au niveau des banques, où tu peux pas retirer ton argent comme tu veux, où ils t'imposent des taux de conversion qui sont complètement à ton désavantage entre la monnaie locale et le dollar, par exemple, si tu veux sortir de ta monnaie locale. Donc, du coup, c'est des personnes qui cherchent instinctivement des solutions parce qu'ils se rendent compte que la situation, quand on te dit non, mais maintenant, on te frise ton compte en banque, tu peux prendre que l'équivalent de 100 $ par mois et tu peux pas retirer de plus. Vous comprenez bien que les gens ne peuvent pas vivre. Donc, il y a toute une économie parallèle, un système parallèle qui se met en place de débrouille et les gens, instinctivement, ils vont chercher des solutions et ils vont se tourner vers Bitcoin ou des crypto-monnaies en général qui leur permettent de passer un petit peu à côté des restrictions qu'on leur met en place parce qu'ils en ont besoin tout simplement. Et là, c'est dans ces situations-là où vraiment, soit tu utilises une solution, soit tu n'as pas forcément mangé à la fin du mois. Je pense que la valeur, là, elle n'est plus à démontrer, tu vois, pour ces personnes-là. Encore une fois, pour des profils un peu plus qui est en Europe ou en Amérique du Nord, tu n'as peut-être pas forcément besoin parce qu'encore, tu peux, même si comme tu l'as dit, c'est vrai qu'on ne le voit pas, même si ton compte en banque, ton compte épargne, il reste avec le même chiffre, en nominal, en pouvoir d'achat réel, tu perds l'inflation réelle à chaque fois. Mais c'est vrai que les gens, tu ne vois pas. Donc, du coup, tu peux encore, si tu n'es pas forcément sensible à ces thématiques-là, tu peux encore passer à côté. Même si je pense que c'est des choses qui vont arriver sur la table de plus en plus, cette notion de nécessité, et notamment pour notre génération, ou même peut-être celles qui sont encore, dans tous les cas, un peu loin de la retraite, de se dire, il va falloir qu'on trouve un moyen de complémenter notre retraite, d'épargner un peu, de faire de l'argent. Et il y a peut-être aussi des problématiques, et ça, j'espère que ça ne viendra pas, parce que ça serait
ça serait un peu contre-productif. Tout ce qui est vie privée, protection de sa vie privée, protection de ses transactions, avoir le droit de maintenir privé certaines informations de notre vie et ne pas devoir tout donner sur un plateau d'argent aux autorités qui nous le demanderont. Et ça, c'est un autre cas d'usage qui est aussi très important. Et je pense qu'il est encore moins perçu comme important ou comme valide que le fait de pouvoir envoyer de l'argent à l'autre bout du monde pour très peu de frais, sans barrière d'entrée et en très peu de temps. Parce qu'il y a aussi ça que beaucoup de populations qui ne sont pas forcément parties de l'Europe ou des continents ou des parties du monde super bancarisées. Il y a tout aussi le côté d'envoyer de la devise, les diasporas qui sont partis travailler dans d'autres pays où les conditions sont peut-être plus favorables, qui renvoient de l'argent chez eux, ou les devises, le marché des devises. En gros, je ne sais plus combien, c'est de dizaines de milliards. Peut-être pas c'est énorme, c'est un marché qui est énorme, c'est le Forex, mais c'est énorme comme marché. Ouais. Mais après, j'ai juste le marché, tu vois, des taux d'envoi, les commissions d'envoi d'argent, de devises entre les différents pays et notamment les pays qui ne sont pas forcément ultra bancarisés, c'est un truc de fou. Western Union, typiquement, c'est énorme l'argent qu'ils prennent. Voilà, donc là, c'est encore un cas d'usage, tu vois, des personnes qui se disent, mais attends, mais moi j'ai envoyé de l'argent, non seulement j'ai fait l'effort de partir de chez ma famille pour aller travailler dans un pays où j'ai peut-être plus d'opportunités que dans le pays où je suis né, où j'étais initialement. Et là, en fait, je travaille et je vais envoyer de l'argent à mes parents, à ma famille pour les aider. Et non seulement ça va peut-être mettre 5-6 jours à arriver parce qu'il y a des trucs machin, mais en plus, ils vont prendre peut-être 10, 15, 20% de frais de commission. Là, j'ai un outil qui permet de le faire quasi instantané, on va dire. On se plaint que Bitcoin, c'est long, mais par rapport à 5 jours, ça ne me prend pas 5 jours non plus une transaction Bitcoin. Et pour des frais qui sont, voilà, là pour l'instant, ça en a encore en dessous de 50 centimes, je pense. Enfin, là encore, c'est un cas d'usage. C'est un truc, ça n'avait jamais existé auparavant d'avoir cette option-là. Mais c'est vrai qu'encore une fois, c'est peut-être une valeur que nous, on n'a pas, peut-être en étant en France, en ayant les conditions qu'on a actuellement, parce qu'on n'en a pas encore besoin. Et je pense qu'il y a aussi cette notion d'avoir réellement besoin de quelque chose pour comprendre la valeur, ou alors, je sais pas, avoir devant le fait accompli que vraiment ça marche. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui seront réfractaires jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce qu'ils en aient vraiment besoin, ou qu'ils aient une démonstration implacable. Mais pour l'instant, je pense que les gens restent un peu en recul parce qu'ils n'ont pas conscience des enjeux ou des possibilités, parce qu'ils n'en ont pas ou pas besoin, ou qu'ils ne sont pas sensibles, qu'ils ne sont pas suffisamment formés à ces enjeux-là, quoi. Ouais, et puis après, tu as aussi, il y a un adage qui dit on se rend compte de la valeur des choses une fois qu'on les a perdues, et je trouve que c'est très vrai. Tu vois, tu perds quelqu'un de proche, tu dis punaise, si j'avais su, j'aurais passé plus de temps avec lui et tout, et c'est valable pour tout. Et tu l'as évoqué avec le cas du Bitcoin, quand tu perds ta vie privée ou quand tu perds ta capacité à avoir un compte bancaire ou le droit de disposer de ton argent comme tu le souhaites, c'est là que tu te rends compte de l'intérêt d'utiliser ces nouvelles technologies, et pas que dans des pays qui ne sont, entre guillemets, qui sont en développement, entre guillemets. Même dans les pays développés, on a vu des problématiques que ça pouvait engendrer, typiquement avec les truckers au Canada. Donc le Canada, hein, c'est pas un pays du tiers-monde. Hein. Il y a eu des cagnottes qui ont été levées avec une manifestation, notamment des truckers, donc c'était les conducteurs de camions qui manifestaient, je crois que c'était pour la vaccination pendant la crise sanitaire, et donc il y a eu toute une cagnotte qui avait été levée, et on a débancarisé, en tout cas on a fermé les comptes en banque de la plupart des personnes qui étaient dans ces manifestations, et on a saisi l'argent qui avait été levé dans ces cagnottes-là pour permettre à ces gens-là de manifester et continuer voilà, de montrer leur mécontentement, et ce qui est quand même un droit important de pouvoir manifester pour des choses sur lesquelles on n'est pas forcément d'accord. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que la plupart de ces personnes-là se sont fait fermer leur compte du jour au lendemain, et on ne parle pas d'un pays, encore une fois, au Congo, la République démocratique du Congo, ou au Zimbabwe, on parle du Canada. Hein, et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une levée de bouclier de la part des personnes dans la crypto, il y a eu des levées de fonds qui sont effectuées en Bitcoin et en Ether, et là, le gouvernement n'a rien pu faire parce que, encore une fois, on est côté résistant à la censure. Donc, on a vu vraiment là-dessus, qu'il y avait un intérêt à utiliser ces nouvelles technologies, et je pense que ça commence à se développer de plus en plus, d'autant plus qu'on va avoir l'arrivée des crypto-monnaies de banque centrale. On a évoqué ça à plusieurs reprises, mais les crypto-monnaies de banque centrale, ça pose tout un tas de problèmes. Ça ajoute la problématique des monnaies programmables, donc au lieu d'avoir
un portefeuille comme celui que vous avez aujourd'hui dans une banque commerciale, vous allez avoir un portefeuille, un wallet qui va être directement connecté à la banque centrale. Et donc après, vu que c'est les monnaies programmables, ils peuvent faire clairement ce qu'ils veulent. Demain, vous ne payez pas vos intérêts à temps, vous avez des agios, ils peuvent vous dire, bah viens, vous sur votre portefeuille, on va vous mettre du 20% d'intérêt, 20% d'inflation sur votre portefeuille. Ou alors, on va vous dire, bah, on vous donne 1000 euros, par exemple, les stimulus checks qui ont été donnés aux États-Unis, les 1500 dollars qui avaient été donnés, je crois qu'ils ont des 2 ou 3 fois des stimulus checks, mais peu importe. Ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont donné cet argent-là aux gens, ils s'attendaient à relancer l'économie pour que ces gens utilisent cet argent pour acheter des produits ou des services particuliers. Sauf qu'on était en période de peur, encore une fois. Et les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé cet argent pour les investir sur les marchés financiers, pour les mettre sur la crypto ou pour les garder sur leur compte en banque et ne rien faire avec. Donc, il n'y a pas du tout eu une relance économique. Ce qu'ils peuvent faire avec les banques centrales, c'est de dire, voilà, les 1500 dollars qu'on vous donne, il y a une date d'expiration. Vous ne les utilisez pas au bout de 10 jours dans telle ou telle boutique. Ça sera supprimé de votre portefeuille et vous ne pourrez pas l'utiliser. Ou alors, sous prétexte de la protection de l'environnement aussi, ils peuvent très bien dire, voilà, des protéines animales, aujourd'hui, on considère que c'est polluant. Bon, vous avez le droit à X grammes de protéines animales par semaine et par personne. Si vous dépassez, votre carte bancaire, elle ne passera plus. Et vous devrez acheter des protéines issues d'insectes ou autre chose. Peu importe, ils peuvent faire passer, si vous voulez, n'importe quoi. Ils seront capables de tout contrôler. Et s'ils contrôlent l'argent, ils peuvent contrôler la population. C'est l'objectif aussi. Et je ne suis pas en train de vous faire peur ou de vous dire un peu le côté pessimiste ou le côté complotiste. C'est vraiment pas le but dans cette chaîne, mais de comprendre aussi les risques et les enjeux qu'il y a derrière. Et la plupart des gens qui ne voient pas d'intérêt à Bitcoin, en tout cas, ou qui ne voient aucune valeur dans la crypto, si ce n'est juste que de faire de l'argent rapidement, pour moi, ils passent complètement à côté de la plaque parce que oui, c'est un moyen de gagner de l'argent, oui, c'est un super accélérateur financier, il y a des choses super qu'on est capable de faire, mais au-delà de ça, il y a des valeurs qui sont portées par cet écosystème qui, selon moi, vont prendre de plus en plus d'ampleur dans les années à venir, à savoir la résistance à la censure, la décentralisation et avoir un système financier qui est ouvert et accessible à tous aussi. C'est super important. Mais et surtout un point qu'on commence à toucher, c'est l'immutabilité et la résistance au changement, parce que comme tu l'as dit sur les CBDC, ça sera de la monnaie programmable, donc ils pourront mettre des politiques, changer comment le taux d'inflation, changer est-ce que tu en as à la fin du mois, changer ce que tu peux faire avec. Là sur Bitcoin, on est sur quelque chose qui peut évoluer. Attention, bon, ça évolue très lentement. On a eu Segwit, on a eu Taproot, mais bon, c'est des changements qui sont très lents, qui doivent être accordé par toute la communauté, c'est-à-dire que s'il n'y a pas la majorité des nœuds qui décident de mettre en place la mise à jour, ça se fait pas, ou alors il y a un hard fork. Mais dans tous les cas, c'est beaucoup plus dur. Il y a vraiment cet aspect immuable une fois que c'est inscrit, surtout sur la blockchain, le mainnet Bitcoin. Bon, après, il y aura peut-être des forks et tout, on ne sait pas. Mais il y a, en tout cas, sur le mainnet Bitcoin, une fois que c'est inscrit, on ne peut pas revenir en arrière. Moi, est-ce qu'on trouve un bug qui permette de le faire et tout, c'est quand même beaucoup plus gravé dans le marbre que ce qui pourrait être des CBDC, ce qu'on pourrait nous proposer. Et c'est vrai qu'avec l'étalon Bitcoin, déjà, c'est un thème qui est évoqué, hein, justement, le fait de pouvoir graver dans le marbre avec la blockchain, pas forcément sur Bitcoin, mais justement des titres de propriété, des informations de l'identité. Je ne me rappelle plus les exemples qu'il donne, mais il me semble qu'il parlait de l'expropriation des terres et de la difficulté au final des populations quand ils reviennent après de savoir tu parles du livre L'étalon Bitcoin de Savinam ouais, aussi. Ouais, les temps Bitcoin, tu vois, de pouvoir figer dans le marbre les titres de propriété, de dire telle parcelle elle est à moi, cette maison elle est à moi, parce que c'est vrai qu'il y a encore une fois des parties dans le monde où c'est pas forcément, il y a pas des notaires, il y a pas des cadastres, il y a pas de machin, et donc du coup si tu pars et que t'es plus et que la majorité des personnes qui savaient à qui était quoi partent, quand tu reviens au final t'as plus un registre à qui était quoi. Et du coup, ça permet il y a aussi tout cet enjeu-là d'immutabilité. Et on peut peut-être parler des ordinals qui vont être qui sont déjà en place, mais qui vont se développer. Là, pour l'instant, il y a pas encore. On peut pas l'utiliser simplement. Il faut avoir ton nœud Bitcoin, il faut s'y connaître un peu, mais c'est quelque chose qui va arriver très prochainement et qui permet, pour faire simple, d'inscrire sur la blockchain Bitcoin. Alors, c'est pas ce qu'ils vont appeler des NFT pour différencier du système actuel, mais on va pouvoir mettre et stocker sur la blockchain Bitcoin, donc le mainnet directement, des données, que ce soit des vidéos, des petits programmes, mais aussi des images. Bon, ils ont stocké le white paper, encore une fois. Enfin, il y aura aussi cette possibilité-là. Et après, il y a un peu deux visions qui s'affrontent entre, d'un côté, les personnes qui disent que Bitcoin, ça doit servir qu'à révolutionner le système financier mondial, ça doit être que de l'argent, de la valeur monétaire.
Et avec ces innovations qui arrivent, il y a une autre partie qui disent mais ça pourrait être au final Plus que ça. une base de données immuable, décentralisée pour l'humanité, pour stocker ce qui est important, tu vois. Et si tu as cette possibilité-là de stocker de manière immuable, c'est vrai que pour le coup, là, c'est complètement différent des NFT qui se font actuellement où tu as le jeton sur la blockchain d'un côté et les fichiers qui sont stockés, on ne sait pas trop où, sur un cloud ou sur un serveur privé ou même décentralisé. Là, c'est vraiment stocké sur le mainnet Bitcoin avec les propriétés immuables et de sécurité qu'on lui connaît. Donc, il y a aussi des perspectives qui s'ouvrent par rapport à ça. Je comprends, encore une fois, là, on est sur les cas d'usage, je pense qu'on a fait du plus évident au moins évident et au plus peut-être difficile d'appréhender pour les personnes qui ne sont pas formées, mais c'est quelque chose, ça va rajouter encore de la valeur à Bitcoin dans ce sens-là, parce que c'est quelque chose qui n'était pas possible jusqu'à présent et qui va se mettre en place. Alors, il y aura peut-être des dérives, est-ce que c'est bien, pas bien, mais en tout cas, ça serait une possibilité et de la valeur en plus ajoutée au réseau à travers ces options-là que les gens pourront faire. Après, il y a la taille du réseau, il y a la taille des blocs, est-ce que ça coûtera plus cher, est-ce qu'on pourra faire les nœuds, mais n'empêche, je pense que c'est quand même pour moi, voir comment ça évolue, mais je pense que ça apportera encore plus de valeur à quelque chose qui en a déjà beaucoup, quoi. Bah ça, je pense que ça vaudra une vidéo complète en fait sur les ordinals parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais il y a beaucoup de désinformations aussi sur comment sont stockés les NFT aujourd'hui sur des plateformes comme Ethereum. Beaucoup disent que c'est stocké uniquement sur des serveurs centralisés. C'est pas vrai. Oui, il y a eu beaucoup de problèmes, mais il y a eu énormément d'évolutions qui ont été faites. Donc voilà, je n'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là, dans cette vidéo, parce que ça serait beaucoup trop long et puis on va passer 3 heures à parler de tout un tas d'autres sujets. Je pense qu'on fera une vidéo complète avec Mickaël aussi pour l'aspect un peu plus technique sur les ordinals, mais oui, il y a des choses intéressantes, il y a des choses bien, des choses pas bien, et ce qui prouve en fait que c'est un écosystème qui évolue au fur et à mesure du temps, qui est en train de se façonner en fonction des besoins et de l'intérêt aussi qu'ont les utilisateurs par rapport à cette plateforme de confiance, parce que Bitcoin, encore une fois, c'est une plateforme de confiance. Donc, impossible de savoir à quoi va ressembler le monde dans plusieurs années, mais ce qui est sûr, et en tout cas, moi, c'est ma conviction personnelle, c'est que les crypto-monnaies auront un très grand rôle à jouer. Et quand je parle de crypto-monnaies, c'est vraiment les vraies crypto-monnaies, celles qui ont les piliers que je vous ai évoqués, hein, décentralisation, résistance à la censure, etc., etc. Il y a tellement qui parlent de blockchain aujourd'hui, qui disent « Ah, nous, on a lancé une blockchain », mais au final, blockchain, ça ne veut rien dire, c'est juste une base de données. Mais pourquoi on utilise une blockchain aujourd'hui? C'est pour avoir le côté résistance à la censure. Si demain, quelqu'un vous parle d'un projet blockchain, mais il n'y a pas de résistance à la censure et tout, en fait, on s'en fout, ça ne nous intéresse pas. D'ailleurs, la blockchain, c'est un très mauvais moyen pour pouvoir stocker de manière efficace des données. C'est très cher, ça n'a pas été révolutionnaire avec le Bitcoin parce que c'était un moyen de stocker des données qui existaient depuis plusieurs années en arrière. Ce qui est révolutionnaire avec Bitcoin, c'est justement sa capacité à utiliser cet aspect technologique pour rajouter l'effet résistance à la censure. C'est ça qui est super important. Et ça, la plupart des débutants ne le comprennent pas forcément ou ne veulent pas forcément le comprendre aussi. Il faut être vraiment vigilant par rapport à ça. Moi, je voulais revenir aussi sur le point, quand tu parlais de l'étalon Bitcoin, je pense que c'est important de donner 2-3 mots dessus, parce que quand on parle de valeur Bitcoin, dans le livre de Saif Dinamous, l'étalon Bitcoin, c'est super important, c'est super intéressant, je trouve, parce que lui, et c'est le cas de beaucoup de Bitcoin maximalistes, disent bah, vu que l'étalon or a foiré en 1971 avec Richard Nixon qui a arrêté la convertibilité du dollar en or, il pousse le schéma narratif en disant Bitcoin, aujourd'hui, on voit que c'est de plus en plus vu, utilisé et visionné dans la tête des investisseurs comme étant l'or digital 2.0. Donc, ça pourrait remplacer cette prochaine réserve de valeur. Et donc, il pousse le scénario en disant les banques centrales, demain, elles auront entre guillemets plus d'or dans leur réserve de coffre, mais elles auront tout simplement des bitcoins. Et je comprends l'intérêt, je comprends le scénario, je comprends tout ça. Néanmoins, et je pense que tu es d'accord avec moi, tu donneras ton point de vue, mais j'ai du mal à le voir apparaître aujourd'hui. J'ai du mal à voir des banques centrales dire voilà, je me mets des réserves en bitcoin. Par contre, ce que je comprends, c'est que c'est un peu comme les chaises musicales, c'est ce que je dis tout le temps. Tu veux pas être le premier à t'asseoir, mais tu veux surtout pas être le dernier. Et c'est un petit peu ce qu'on voit apparaître, tu vois, avec certaines entreprises qui commencent à placer une partie de leurs réserves en Bitcoin. Tu as certains pays, des petits pays, tu vois, comme le Salvador, qui disent tiens, nous, on va placer, on va rendre Bitcoin comme monnaie légale, et puis on va avoir directement des réserves du gouvernement, du pays même, basées, si tu veux, sur du Bitcoin. Et donc, il y a beaucoup d'autres pays aux alentours qui regardent ça d'un œil extérieur et qui se disent
ils sont un peu mitigés, c'est-à-dire qu'au départ, il y avait beaucoup qui disaient c'est nul, ça sert à rien, et le Salvador va partir dans les oubliettes. Et au final, on se rend compte que les retombées économiques sur le Salvador sont très loin de ce que les détracteurs pouvaient mettre en avant. Typiquement, il y a plus de tourisme, il y a beaucoup plus de visites, il y a eu énormément d'emplois qui ont été créés par rapport à ça, il y a eu de la valeur qui a été créée. Voilà, il y a quand même beaucoup de positifs. Il y a eu aussi pas mal de problématiques parce que tout le monde n'avait pas envie d'utiliser le Bitcoin en tant que réserve de valeur, ou en tout cas comme monnaie légale là-bas. Mais on voit que ça se développe de plus en plus. Et c'est un petit peu l'image que j'ai dit tout à l'heure avec les chaises musicales, tu vois. C'est un pays qui commence à faire ça, d'autres qui regardent, qui vont peut-être se dire à un moment donné, bah, ça a marché chez eux, et puis il y a des super retombées économiques, pourquoi ça ne marcherait pas chez nous? Jusqu'au moment où tu as peut-être un gros pays ou une grosse boîte qui va commencer à peut-être utiliser le Bitcoin pour placer son argent ou sa trésorerie dessus. Et là, après, c'est les dominos. Tu vois, si demain, tu as la Russie qui se dit, tiens, nous, on a envie de se dissocier un petit peu du joug du dollar américain, avec toutes les contraintes liées à la plateforme SWIFT. Quand il y a eu la guerre avec l'Ukraine, on a essayé de leur mettre des barrières économiques avec SWIFT, et eux, ils se disent, bah, tiens, pourquoi on ne légaliserait pas notamment le minage de Bitcoin chez eux, ce qu'ils ont commencé à faire, pourquoi on n'utiliserait pas une partie de nos ressources pour acheter du Bitcoin? Et typiquement, si la Russie fait ça, qu'est-ce que va faire la Chine? Qu'est-ce que va faire les États-Unis? Qu'est-ce que va faire éventuellement l'Europe? Et en fait, c'est ce qui est poussé dans l'étalon Bitcoin, c'est de dire, il n'y a rien pendant un moment, ou très très peu, et après, d'un coup, ça monte, parce que c'est la chaise musicale, que tu vois, ça commence, il y en a un qui s'assoit, et tout le monde va s'asseoir d'un coup, parce que tu ne veux pas être le dernier. Et c'est un peu un enjeu politique. Donc, je ne sais pas, toi, politique, et puis économique, et tout ce qui va avec, mais je ne sais pas, toi, ce que tu en penses un peu de ça. Moi, c'est quelque chose que je vois très peu probable, mais si effectivement c'est ce qui est poussé par beaucoup de Bitcoin Maxi, ça va remplacer le système monétaire, ça va devenir la réserve de valeur des banques centrales. Après, je serais quand même assez précautionneux par rapport à tout ça, parce que déjà on voit l'effet de ce que ça a l'or, hein, parce qu'il y a la même théorie du côté des Goldbugs, donc ceux qui sont en maxi sur l'or, les Peter Schiff, les comment il s'appelle, Mike Maloney. Mike Maloney, voilà, chercher son nom. Donc des personnes qui ont exactement les mêmes arguments, mais sur l'or, c'est-à-dire que il faut investir dans l'or parce que les banques centrales conservent de l'or. Et c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui disent l'or, ça vaut rien, pourquoi j'investirais dans l'or? Il faut savoir que toutes les banques centrales de tous les pays du monde, en principe, elles ont des réserves d'or et plutôt conséquentes. Il y a des pays, comme tu l'as dit, comme la Russie, la Chine, l'Inde, qui achètent de l'or à tour de bras pour leur banque centrale. Donc, il y a quand même un enjeu économique et politique qui est peut-être un peu, qui est pas si anodin que ça, on va dire. Mais même dans ce côté-là, tu vois, moi, là où j'ai du mal en fait avec cette théorie du Bitcoin, c'est de me dire déjà qu'on sache pour l'instant, c'est pas les banques centrales qui détiennent la majorité des bitcoins, qui ont par ailleurs été la plupart des bitcoins ont déjà été minés, donc là c'est ce qui reste, il en reste encore, mais la plus grosse partie a déjà été minée et dans les mains d'acteurs privés. Alors après ils peuvent nationaliser des choses comme ça, mais dans des entreprises, les entreprises de minage notamment, les exchanges et peut-être des entreprises privées qui ont décidé d'investir là-dessus, mais en gros, ça c'est peut-être les grosses waves, elles sont là-dessus. Donc je vois mal des pays passer d'une situation d'hégémonie, de monopole sur la monnaie, à switcher à un système, donc à prendre Bitcoin comme réserve de valeur, où ils en ont pas dès le départ, et où ça va être très compliqué pour eux d'en acquérir, ou alors ils vont le payer au prix fort. Tu vois, ça équivaudrait à passer d'une situation de monopole sur le fiat, où tu dis, ben c'est marqué en France, la monnaie légale est l'euro, machin. Je le vois mal passer en France, la monnaie légale est Bitcoin, sachant que, ils seront déjà limités dans leur capacité de spending, parce qu'il y a cet enjeu-là aussi. Hein. Déjà, ils pourront pas en avoir dès le départ, parce que ce qui s'est passé avec l'étalon or, au final, c'est tous les pays ils mettent leurs réserves sur la table. En fait, on décide un peu avec le poids de tout le monde. Tu vois, si t'as pas de réserve d'or, t'as pas grand chose à dire. Et je pense que la Chine, elle joue un peu cette carte-là, tu vas dire, j'augmente mes réserves d'or, parce que si un jour, il y a un tour de table où on va devoir remettre en place le système financier mondial, potentiellement basé sur l'or, là, par contre, j'ai de la valeur, j'ai mon poids à la tête des négociations. Donc, il va falloir m'écouter un peu plus. Sur le Bitcoin, pour l'instant, ça va être très compliqué. Moi, je vois mal qu'ils prennent ce Bitcoin comme réserve de valeur pour ces enjeux-là, et surtout pour les propriétés. C'est-à-dire que l'étalon or,
pourquoi ça a été sorti, parce qu'ils se rendent compte au début c'était peut-être corrélé entre les réserves d'or et l'émission de la monnaie. C'est un peu ce qui se passe. Bon, je m'éparpille un peu, mais avec Non, mais Tether, vas-y. USDC, est-ce qu'ils ont vraiment les réserves pour émettre toute cette quantité de monnaie sur le dollar? Ce qui s'est passé, c'est clairement ils n'avaient plus les réserves. Ils ont continué d'émettre parce que ça leur permettait de dépenser, d'acheter plus, d'augmenter l'économie, de faire tourner l'économie. Et donc ils ont arrêté la convertibilité, parce que les pays commencent à avoir des doutes sur justement la convertibilité de leur devise en or. Et donc, du coup, ils ont vu qu'il y avait une hémorragie de l'or des caisses centrales de la Banque centrale aux États-Unis. Il faut savoir que c'est Charles de Gaulle, le premier en France, qui a envoyé le porte-avions pour récupérer l'or de la France aux États-Unis. Et en gros, il y a tous les pays qui ont commencé à prendre, comme tu as dit, les chaises musicales, pas le dernier à rester. Et donc, du coup, il y a la France, on a récupéré l'or. Mais après, ils ont arrêté tout simplement la convertibilité pour éviter justement que leur banque centrale soit vidée de tout l'or, parce que tous les pays voulaient récupérer. Et que Et ça se sache, parce que si demain tu te retrouves avec un pays qui est un peu la tête de gondole ou qui est la première puissance mondiale et que tu te rends compte que dans leur caisse, en fait, il n'y a plus d'or du tout, là c'est pareil. Au niveau géopolitique, on n'est pas des spécialistes dedans, mais ça pose tout un tas de problèmes. Et ce qu'on peut reprocher aussi à Bitcoin, il y a des propriétés, notamment l'avantage d'avoir une blockchain transparente, il y a ses avantages et ses inconvénients. Les avantages, c'est que on est capable de voir ce qui se passe dessus et ça apporte énormément de transparence. L'inconvénient, c'est que justement, encore une fois, on voit tout. Si demain on est capable de voir, tiens, la banque centrale de Russie, elle a 30 000 bitcoins et les États-Unis, ils en ont 2000, ça pareil, tu vois, je suis pas un spécialiste en conflit géopolitique et tout, mais ça pue. Mais en même temps, je me dis que peut-être que ces enjeux-là partiront pas de ces pays, en tout cas pas des États-Unis, parce que clairement ils ont tout à perdre aujourd'hui, mais ça pourra partir de petits pays, tu vois, comme le Salvador, comme tu vois, des petits pays qui aujourd'hui ont un intérêt d'obtenir une certaine indépendance par rapport à tout ça, et qui après peut-être va se propager à un plus gros pays, qui va se propager à un plus gros pays jusqu'au moment où ça sera tout ou rien, quoi. C'est à un moment donné, tout le monde y va. Mais je suis comme toi. mais J'ai mis après, des doutes. mais je pense que dans tous les cas, même si ça se passe, et c'est très peu probable, je pense qu'à un moment ou un autre, ça sera perverti quand ils vont se rendre compte. Ils le savent déjà, mais c'est la limite à la capacité de dépense. Parce que là, regarde, quoi qu'il en coûte pour le Covid, on a imprimé je sais pas combien de temps. Si ton d'argent, le money supply, pareil, la Fed, tu regardes le spike, ça fait un truc de fou. Si tu es basé sur le Bitcoin, théoriquement, tu peux pas faire ça. C'est-à-dire, tu as tant de Ah bah Bitcoin non. dans tes réserves. Si tu as un ratio de convertibilité avec ce que tu peux émettre, tu peux pas le faire. Là, on tape sur les entreprises de stablecoin parce qu'ils ont peut-être pas les réserves. Là, c'est pareil. Là, tu n'as plus de fractional réserve. Si tu Et as comment tu finances ta dette? Ce qui fait qu'aujourd'hui, exactement. les États financent leur dette, c'est qu'ils sont capables d'émettre énormément d'argent, ce qui va diluer leur dette comme ça au fur et à mesure du temps. Mais si demain, ils placent leurs réserves sur un actif qui peut théoriquement pas être dévalué ou qui est capé un peu comme est censé être l'or, même si c'est pas vraiment le cas, mais ce qui permet de limiter leur émission, ça veut dire qu'aujourd'hui, les États sont pas capables de baisser leur dette. Et on sait qu'aujourd'hui, l'écrasante majorité des pays développés, la France, même en Europe, aux États-Unis, la Chine, la Russie, ils sont tous ultra endettés. Ils ne sont pas capables aujourd'hui de payer leur dette. Ça, c'est un fait. Et donc, si demain, ils basent leur économie sur un actif qui ne peut pas être dévalué, entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est peut-être même la faillite de ces pays, ou alors le changement d'un nouveau système monétaire. Tu vois, il parle du grand reset. Bah, c'est un peu ça aussi. Hein. Le grand reset à Davos, là, quand ils en parlaient, You will own nothing and you will be happy, c'est un peu ça aussi dans le discours qu'il y a dessus, c'est l'éradication de la dette. Alors, il ne parle pas de l'étalon Bitcoin, hein, encore une fois, mais il parle de l'éradication de la dette et de la recréation d'un nouveau système mondial avec un nouveau système monétaire, mais plutôt, là, pour le coup, avec les monnaies de banque centrale et pas Bitcoin. Quoi. Non, mais très clairement, je pense qu'il y a un reset, comme tu l'as dit, avec la dette qu'il y a actuellement. Il va falloir trouver une solution. Là, c'est un peu kick the cat down the road. Donc là, on imprime toujours, on relève les plafonds de dette autorisée pour pouvoir imprimer plus, mais c'est pas soutenable. Hein. Et il y a plein d'acteurs qui disent que on aurait dû avoir un gros crash, Day of Reckoning, tous ces trucs-là qui auraient dû arriver depuis bien longtemps. Mais pour l'instant, le système continue de s'essouffler avec de plus en plus de dettes, de plus en plus d'impression monétaire, et avec l'inflation qui va avec, hein, parce que ça vient de là aussi ce qu'on vit actuellement. Donc à un moment, effectivement, il va falloir trouver une solution de reset. Après, clairement, je pense pas que Bitcoin ni même l'or soit la solution privilégiée. Est-ce que ça sera la CBDC? Est-ce que ça sera un panier de devises? Est-ce que ça sera un système plus fractionné entre différentes zones où ce sera plus uniquement le dollar, mais des devises d'État, des trucs un peu composites? Je sais pas, mais dans tous les cas, je pense qu'ils vont pas passer d'un système où ils ont l'hégémonie et le monopole de l'émission de monnaie avec la puissance que ça accorde de pouvoir émettre de la dette comme tu veux,
à devoir se restreindre et se limiter. Je pense que c'est pas raisonnable de penser que c'est dans tous les cas le scénario le plus probable, même si c'est intéressant s'y intéresser. Bon, c'est un peu redondant ce que je raconte, mais juste pour comprendre les notions qu'il y a derrière, tu vois, genre l'argent, la valeur, comment c'est stocké, le système qu'on a actuellement, regarder par rapport à l'historique, au final, c'est un peu une anomalie ce qu'on a actuellement, parce que c'est pas si normal que ça, parce qu'on nous fait croire que c'est normal, c'est que ça a toujours été comme ça. Non, ça n'a pas toujours été comme ça. Comme tu l'as dit, il y a la date de 1971, il y a un avant, il y a un après, et là, on vit encore les conséquences de cette date-là. Et c'est pas parce qu'on est né dans ce système-là, au final, on n'est pas si âgé que ça, et même des personnes qui sont près de la retraite ou qui sont déjà à la retraite actuellement, ils sont nés peut-être ou ils ont vécu dans un certain système, ils sont peut-être pas intéressés, mais ça n'a pas toujours été comme ça et ça restera peut-être pas forcément comme ça. Donc c'est bien aussi d'avoir cet exercice un peu d'anticipation ou de prévision pour, dans tous les cas, ouais, on ne sait pas exactement ce qui va se passer, vous avez compris, mais au moins ça permet de se poser des questions, de se dire, pour revenir au sujet de la vidéo, c'est quoi la valeur, comment on la stocke, c'est quoi un bon système, c'est quoi un système équitable. Là, clairement, le système qu'on a, il n'est pas équitable du tout. Bitcoin le permettrait, mais ça permet d'aborder tous ces thèmes, même si on ne peut pas forcément avoir de... On n'a pas la Non, mais boule de cristal. c'est pas quelque chose d'évident. C'est sûr que c'est pas quelque chose d'évident. On a essayé d'expliquer la valeur, comment on pouvait la concevoir et tout, mais je pense qu'encore une fois, c'est un travail personnel à faire. Il y a des personnes qui vont y voir de la valeur, d'autres qui vont pas y voir, et peut-être que ce concept de valeur va être amené aussi à évoluer. Certaines personnes qui n'y voyaient pas de la valeur il y a quelques années en arrière risqueront peut-être d'y voir de la valeur dans les prochaines années ou pas. À voir comment ça va se développer. En tout cas, moi, je trouve que c'est quand même un écosystème qui est passionnant. Il y a tellement d'innovations, il y a tellement de choses qui sont en train de se passer. Et je pense que c'est un écosystème qui va avoir un rôle énorme et primordial à jouer dans les prochaines années, que ceux qui seront capables de savoir un peu lire entre les lignes, qui se formeront et qui sauront participer à ces nouveaux écosystèmes, bah, seront capables de tirer leur épingle du jeu. Et puis bah, ceux qui arriveront trop tard un peu, bah, voilà, les opportunités entre guillemets seront déjà parties. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura été utile. Je vous mets plusieurs liens dans la description de la vidéo. Premier lien vers la chaîne de Théo, donc Aventure Crypto. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Je vous mets le lien aussi de ma seconde chaîne, Éternel étudiant, dans lequel je parle d'investissement, finances personnelles, entrepreneuriat, etc. Donc pour tous ceux qui s'intéressent aux thématiques d'indépendance, de liberté financière, c'est vraiment des points sur lesquels on rentre vraiment en détail sur cette nouvelle chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous mets également aussi le lien pour réserver un appel téléphonique avec nous, pour échanger avec nous, notamment sur votre situation personnelle, pour tous ceux qui recherchent un accompagnement plus personnalisé. C'est vrai qu'on ne peut pas le proposer à tout le monde, mais si vous avez envie de vous faire accompagner, que vous ne recherchez pas forcément une formation en ligne classique et que vous souhaitez vraiment vous faire accompagner dans le secteur crypto, n'hésitez pas à réserver un appel téléphonique avec nous. Donc vous cliquez sur le lien, vous sélectionnez un horaire qui vous correspond, vous répondez aux questions qu'on a préparées pour vous, et après on vous aura au téléphone directement et on verra comment on pourra faire pour pouvoir vous accompagner plus loin dans le domaine des cryptos. Et enfin, on vous a préparé aussi un programme de formation offert avec Mickaël de plusieurs heures pour ceux qui veulent plutôt se former en ligne sur une plateforme, notamment avec des vidéos. On a préparé tout ça pour vous aider à aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin dans le domaine des crypto-monnaies. On vous souhaite une excellente fin de soirée et on vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.